Il est 16h11. Il y a donc deux présentations et ce sont vos parcours, Sandra Safourcade, Marie Corbin, qu'on va maintenant entendre. Plusieurs participants, bien sûr, sont déjà connectés et vont pouvoir poser des questions sur votre parcours, sur ce que vous allez nous raconter depuis votre thèse jusqu'à aujourd'hui. Quel a été votre parcours? Sous quelle fourche codine peut-être êtes-vous passé et quel moment de grand succès, de grande satisfaction avez-vous connu? C'est pour raconter ça qu'on vous remercie une fois de plus de faire partie de cet atelier Parcours inspirant. Rapidement, je vous propose de commencer par vous, Sandra. Ben, enchantée, oui, avec plaisir. Et puis, donc, on vous propose, l'événement doit se terminer à 17h, donc on vous propose de commencer, de vous présenter pendant voilà, 15 minutes maximum, et puis ensuite on donnera la parole évidemment à Marie Corbin. On vous écoute. Alors, ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sandra Safourcade. Je suis actuellement enseignant-chercheur au département des sciences de l'éducation de l'université Rennes 2. Donc, j'ai le statut de maître de conférence habilité à diriger des recherches et je suis qualifiée aux fonctions de professeur des universités. J'ai commencé un parcours dans le domaine des mathématiques, on va dire des sciences dures, lié à des raisons de poursuite d'études en tant que bon élève, voilà, qui travaille bien dans toutes les disciplines, qui a une volonté plutôt d'aller vers les disciplines scientifiques. Donc, je suis partie faire des classes prépa, l'université en mathématiques, voilà. Et j'ai pu, grâce à ce premier parcours de formation, intégrer, on va dire, l'éducation nationale en tant que professeur de mathématiques. Mais avant de vous raconter la suite, j'avais déjà des petits facteurs qui commençaient à m'interpeller quand j'étais à l'époque en master de mathématiques. Et quand j'allais rencontrer mes enseignants dans leur bureau, je voyais des personnages un petit peu bizarres qui, toute la journée, étaient dans le noir, enfermés avec une toute petite lampe et qui faisaient de la recherche en mathématiques. Et je m'étais dit, mais par rapport à ma personnalité, comment est-ce que je vais pouvoir, dans ma vie, poursuivre mon métier, ma voie professionnelle, dans un milieu aussi restreint? Donc, j'ai décidé de ne pas partir dans le domaine de la recherche en mathématiques. Je suis partie plutôt vers une voie professionnelle qui est celle du professorat de mathématiques. Je rappelle que je venais d'un milieu relativement pauvre, mais aimant, ça c'est très important, et aidant, et que déjà, pour ce milieu-là, faire des études en mathématiques et devenir professeur de mathématiques, c'était là. On avait atteint, on va dire, un niveau extrême en termes de culture et d'intellect. Donc, je suis partie faire quelques années, exercer en tant que professeur de mathématiques, en ayant un statut justement de professeur remplaçant, ce qui m'arrangeait bien, parce que dans mon inconscient se manifestait cette appréhension de me dire, est-ce qu'à 22 ans, je vais rester toute ma vie enfermée dans un même métier et dans une même institution? Donc, j'ai, durant 4 ans, œuvré à ce très, très beau métier de professeur de mathématiques, où je me suis régalée avec mes élèves, régalée dans mon métier, mais j'ai bien entendu été confrontée à des limites de la part de l'institution, de la part du contexte d'exercice. Et je sentais que j'avais, moi, une envie, un empowerment qui dépassait les possibles que pouvait me proposer cette institution. Donc, au bout de 4 ans, j'ai décidé de ne pas signer mon contrat définitif et de me retirer de cette voie pour reprendre du coup un master 2 en ingénierie de la formation, où j'ai pu, d'un côté, réexploiter mes connaissances et mes compétences dans le domaine des mathématiques et puis
de l'activité, on va dire, d'enseignante de mathématiques, puisque j'avais pu aussi être enseignante de mathématiques dans des écoles plutôt spécialisées, dans des écoles supérieures de commerce et de management, où on commence à avoir des petites responsabilités pédagogiques, on est on est tuteur, bon voilà, on découvre un petit peu le monde de la formation au-delà du monde de l'éducation. Et donc, avec cette expérience et mon niveau de connaissance, donc j'ai pu intégrer un master en ingénierie. Dans ce master, j'ai pu justement ouvrir beaucoup plus de possibles, d'abord en termes de formation, puisque j'ai été formée aux méthodes de l'ingénierie, ça c'est très important, et puis j'ai une formation à la recherche et par la recherche. Donc, ce master m'a tellement revivifié personnellement en termes de bien-être, d'épanouissement, de se donner l'opportunité d'un nouveau parcours, parce que je pensais que j'étais arrivée au bout avec ma fonction de professeur de mathématiques. Eh bien, j'ai travaillé, je crois, le double du temps ce que fait un salarié normal. Et donc, j'ai autant travaillé je me suis autant dirigée vers des activités professionnelles dans le champ de l'éducation et de la formation que vers un parcours de chercheur. Donc, j'ai voilà, profité réellement de ces apports et de cet outillage que j'avais eu et dans mon parcours de mathématiques et dans cette formation de recherche et d'ingénierie pour essayer de sauter sur toutes les occasions qui se présentaient, essayer d'être le plus ouverte possible tout en ayant une cohérence avec l'activité, une activité dans le monde de l'éducation et de la formation. Donc, quand un stage était là, j'y allais. Quand il y avait une offre d'emploi qui m'intéressait, j'y allais. Quand il y avait une opportunité au travers d'un entretien avec un acteur du monde de l'éducation et de la formation, de monter un projet avec lui, j'y allais, enfin, je sautais partout. Et c'est vrai que ça m'a permis de constituer une expérience dans le champ de l'éducation et de la formation relativement importante, puisque je suis partie d'un premier stage, on va dire, en tant que chef de projet dans le monde de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au Conseil général de Nantes, pour finir, entre guillemets, consultante à la Commission européenne pendant des années, où j'ai travaillé à l'international sur toutes les questions d'harmonisation du paysage de l'enseignement supérieur donc, je travaillais avec des pays qui avaient besoin d'être accompagnés, la Roumanie, bon, voilà. Et donc, on a mis en place tout ce paysage où on demande de construire des diplômes par les compétences, on demande de développer la notion de formation continue et les relations université-entreprise. Donc, voilà, ça a été des missions internationales, nationales, régionales, départementales, locales. Voilà, on ne peut pas… Et en même temps, je me nourrissais de ce terrain pour commencer un travail de recherche à l'université où j'ai justement, par ce travail de recherche, repris les choses dans l'ordre. J'ai d'abord fait un travail de thèse sur le métier d'enseignant. Finalement, je suis revenue à une forme d'objectivation et de réflexivité sur ma pratique d'enseignante parce que je me questionnais, mais pourquoi l'ai-je abandonné cette fonction? Donc, j'ai fait une thèse quasiment sur le métier d'enseignant en étant consultante à l'international. Et puis, petit à petit, dès que j'ai eu mon premier poste d'enseignant-chercheur, j'ai ouvert, comme je l'avais fait sur le terrain, je l'ai fait scientifiquement, j'ai ouvert la question des pratiques vers l'ensemble des champs de l'éducation et de la formation pour avoir soutenu il y a 2 ans une habilitation à diriger des recherches où je traite de la question générale du monde de l'éducation et de la formation d'un point de vue écologique, on va dire. Je regarde les processus, les mécanismes qui expliquent comment on apprend, comment on transmet, comment on pilote, comment on manage d'une manière générale, avec des processus un petit peu similaires, relativement innovants, parce que
ce sont des processus relativement écologiques. Donc, voilà, c'est un parcours, je dirais, pour terminer cette présentation, qui se nourrit en permanence de l'ensemble des ressources qu'on intègre, des outils qu'on intègre tout au long de notre parcours, même quand on est petit, puisque pourquoi aller vers l'éducation? Des parents qui transmettent en permanence, eh bien, on est obligé de développer déjà des mécanismes. Pourquoi aller vers des champs de recherche attachés à ce qu'on appelle l'empowerment, le pouvoir d'agir, l'efficacité? Parce que venant d'un milieu où il y avait peu de ressources, on cherche les ressources, on essaye voilà, d'être très écologique. Et voilà. Donc, moi, je dirais que s'écouter, se faire confiance et avancer dans sa recherche en choisissant, en étant cohérent avec la personne qu'on est, pour moi, c'est un signe de réussite. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Sandra, de cette présentation. C'est pas simple, l'exercice consistant à présenter en quelques minutes un parcours de quelques années, par définition. Merci de vous être livré à l'exercice. C'est pas aisé. Et je voudrais inviter les participants et participantes à cet atelier, tout simplement, à ne pas hésiter à vous poser vos questions. Vous connaissez bien sûr, la question de la poursuite de carrière parce que vous organisez des séminaires, vous organisez des événements avec des doctorantes, avec des doctorants, pour les informer ou en tout cas pour discuter avec eux, notamment de la question de la poursuite de carrière. Qu'est-ce que vous leur dites et quelles sont les questions finalement qui reviennent le plus souvent au cours des ateliers que vous organisez s'agissant de poursuite de carrière? Alors, ces ateliers, oui, j'y mets vraiment un point d'honneur. Je les organise en tant que directrice déjà des masters recherche à l'université où la question de la poursuite après le master vers le doctorat et se construit durant 2 ans malgré tout. Et avant qu'ils nous posent les questions, on établit déjà cet enjeu de dire, mais attention, vous choisissez un sujet. Ce sujet, ça va être votre produit, toute votre vie, comme vous allez déposer un brevet. Donc, ce sujet, est-ce que vous êtes partant pour le garder? Est-ce que vous pensez qu'en vous projetant, ce sujet va être d'actualité? Est-ce qu'il est cohérent avec la personne que vous êtes? Donc, il faut faire corps réellement avec et ne pas se laisser prendre par un élément extérieur ou par exemple un enseignant qui va dire cet étudiant pourrait m'aider dans mes travaux, donc je vais lui faire ça. Bon, voilà, il ne faut pas tomber là-dedans. Les questions les plus souvent que nous posent les doctorants, c'est mais faire une thèse, est-ce que vous êtes sûr qu'on va obtenir quelque chose avec? C'est vraiment, mais qu'est-ce que ça m'amène de faire une thèse? Et vous leur répondez quoi? Le développement personnel, parce que même si la finalité, c'est plus du tout celle de devenir enseignant-chercheur, parce qu'il n'y a pas autant de postes que ça, c'est que la réflexivité, l'objectivation, d'une manière générale, la prise de recul qu'on arrive à développer sur nos parcours personnels et professionnels fait qu'on est dans une évolution qui même nous surprend à la fin du parcours. Moi, je fais chaque année l'état des lieux des fonctions occupées par mes masters ou mes doctorants, mais je n'en reviens pas. J'en ai certains qui travaillent dans des ONG, j'en ai d'autres, et ils ont su combiner leurs compétences et leurs ressources personnelles avec l'outil de la recherche. Donc, je leur dis, ne soyez pas dans la recherche très hétéro-structurée d'un élément qui vous rassurerait en disant ah oui, si je fais ça, j'aurai ça. Non, laissez le doute s'installer en travaillant toujours en cohérence avec vous. Et quelques années après, eh ben, on a quasiment le résultat de ce travail qui est extraordinaire. Voilà. J'ai Steven qui nous parle sur le chat et nous dit personnellement, j'ai commencé ma thèse
aussi par défi personnel après 15 ans dans le monde professionnel. Voilà, le monde est petit. Heu, les questions sont souvent un peu les mêmes, quelles que soient les disciplines ou quels que soient les horizons. La question de savoir ce qu'on fait de sa thèse, est-ce qu'on, la prend sous le bras pour, faire autre chose que de la recherche publique ou est-ce qu'on décide de foncer ou est-ce qu'on décide, malgré la difficulté, malgré le nombre, diminuant de postes, de vouloir faire de la recherche publique? Face à ce dilemme, face à cette alternative un peu existentielle, hein, Ah oui. poursuivre dans la recherche publique en se disant ça va marcher un jour ou bien pivoter très tôt, j'allais dire, pour faire autre chose. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, j'ai envie de préconiser ce que je préconise depuis longtemps, c'est de voir la vie comme un outil dynamique, comme une mécanique où les choses se construisent et où elles s'intègrent petit à petit. Et donc, faire une formation à la recherche et par la recherche, 3 ans de thèse, c'est un outillage qu'on inscrit à notre actif. Cet outillage, on ne sait jamais ce qu'il va devenir. On ne le sait pas. Bien entendu qu'on a des visées, ben oui, enseignant-chercheur, mais avoir une thèse et puis exercer le métier d'enseignant-chercheur, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des Oui. déceptions importantes. Et en sciences humaines et sociales, notamment, on n'a pas assez de lisibilité et de visibilité de ce qu'on peut faire avec une thèse. Ça, c'est très dommage. Parce qu'il y a des nombreux postes à occuper avec une thèse. Voilà. Éléonore nous demande, est-ce qu'une mauvaise expérience de thèse peut être présentée comme un développement personnel, une plus-value? La question peut-être est à double tranchant. Euh, alors, une mauvaise expérience, si je cite Bandura, ça peut être une expérience active de maîtrise où on développe et on construit notre sentiment d'efficacité personnelle. Donc, ça veut dire que… Attendez, moins vite parce que je ne suis pas sûr d'avoir suivi, moi. Plus lentement. Il est 16h28, hein, c'est l'heure du goûter. Je l'ai fait exprès. Je vous faisais un petit ancrage théorique. Non, une expérience qu'on pourrait considérer comme jugée, évaluée comme étant négative, si cette expérience, elle a été vécue de manière très active et où l'acteur, on va dire, a été très acteur de ce travail, eh bien, cette expérience, elle va permettre de construire chez l'individu une forme d'empowerment, de pouvoir d'agir qui va permettre toujours de rebondir. Donc, moi, je ne connais pas d'expérience qui soit négative. Il faut en faire un Il faut la outil. transformer, cette expérience Il faut la négative, en quelque chose transformer. de positif. Mais c'est Mm. ça, on est Mm. dans une société où il faut en permanence transformer actuellement. Donc, Alors, j'ai voilà. une toute dernière question, et puis j'aimerais qu'on puisse avoir le temps d'entendre Marie Corbin, qui a aussi plein de choses passionnantes à raconter. Spectateur anonyme, spectateur ça va être son prénom et anonyme son nom de famille, nous demande la reconversion professionnelle, est-ce que c'est mal vu? De votre expérience à vous, Sandra, qui avait tant essayé de choses finalement et avait éprouvé et expérimenté beaucoup d'univers professionnels, est-ce qu'aujourd'hui encore, en 2020, changer d'univers professionnel un peu brutalement ou un peu radicalement, c'est des choses qui sont plus ou moins mal vues? Ouais. C'est vrai que quand on passe par des cabinets de recrutement, le fait de présenter un CV complètement haché avec des écarts, des incohérences d'une fonction à l'autre peut porter préjudice. Ça, je n'en démords pas. Maintenant, si la personne, l'acteur explique la cohérence qui existe entre les différentes fonctions, ben, je pense que ça peut le faire. C'est pour ça que, pour Donc tout est finir, une question de récit finalement. mais c'est une question, oui, de prise de pouvoir sur sa vie. C'est très dur, c'est très positif ce que je dis, mais c'est nécessaire actuellement de prendre le pouvoir sur notre environnement. Sinon, l'environnement nous étouffe très, très vite. Question amusante de Fakourou, et puis vraiment après, il faut donner la parole à Marie Corbin. J'ai le sentiment d'être tenté par les deux mondes, académique et privé. Ah, oui. Est-ce que c'est un problème de vision? À mon sens, c'est pas un problème, c'est une posture très transversale
en fait, c'est une volonté de puiser en permanence dans les deux pour avancer sur une ligne transverse. Et elle est très intéressante, cette dynamique transversale. Oui, mais qui trop embrasse mal étreint, non? Pardon? Mais qui trop embrasse mal étreint, non? Comme dit le proverbe. Et après, il faut se faire comprendre. Il ne faut pas se disperser, c'est ça l'idée aussi, non? Non, il ne faut pas se disperser et il faut se faire comprendre. Et à des moments, il y a des cultures qui ont du mal à nous avec la saisir. simplicité, avec la diversité et la complexité, oui. Et oui, car nous sommes en 2020. Bienvenue dans notre monde, chers jeunes chercheurs. Marie Corbin, merci beaucoup, Sandra, de votre intervention. Restez avec nous jusqu'à la fin de cet événement. Je ne bouge pas. Chouette. Marie Corbin, vous travaillez au Pool. Je vous ai présenté très rapidement tout à l'heure. Je redis que vous êtes responsable des relations avec l'enseignement supérieur et la recherche. J'ai posté dans le chat de ce webinaire un lien vers votre page LinkedIn. Je vous donne la parole, tout simplement. Voilà, comment tout a commencé? Déjà, c'était une thèse en quoi au tout départ? Oui, parce que ça a quand même bien évolué. Donc, au tout départ, moi, j'ai fait une thèse en génétique humaine. Si je reprends le parcours pour en arriver jusqu'à la thèse, je pense que c'est parce que j'étais très curieuse pendant mes études et que j'avais entrepris des études de biologie dans l'idée de devenir enseignante. Et puis, arrivé au moment où il a fallu choisir mon master, plutôt que d'aller vers un master pour l'enseignement secondaire, je me suis dit, vraiment, j'adore découvrir des choses pendant mes études et j'ai envie d'en découvrir encore plus. Donc, je suis plutôt allée vers un master recherche. J'avais fait à l'époque même un magistère, je pense que ça n'existe plus, un magistère de génétique sur Paris. Donc, je me suis engagée vers cette voie de la recherche plutôt avec l'idée d'en découvrir encore plus et d'aller encore plus loin dans mes connaissances dans la biologie. Je suis naturellement allée vers une thèse parce qu'on allait tous vers une thèse dans ce magistère et que c'était un petit peu la voie qu'on prenait tous et jusque-là, je ne m'étais pas trop posé de questions. Et je m'étais dit, je basculerais sur enseignant-chercheur, ce qui faisait quand même le lien avec mes premières envies qui étaient vraiment axées sur l'enseignement. Et donc, je m'engage dans la thèse et je dirais quand même assez vite, je me suis rendu compte que très certainement quand même le métier de chercheur, même s'il y avait le côté enseignement qui apportait l'ouverture que je recherchais, que le métier de chercheur ne me correspondait pas vraiment. Je me suis assez vite sentie assez enfermée dans mon sujet et je trouvais que j'allais trop dans le détail d'un sujet en particulier, d'une pathologie en particulier. Et ça n'allait plus avec cette curiosité que j'avais eue depuis le début dans mes études et cette idée d'avoir envie en fait d'en savoir un peu plus sur tous les autres sujets et puis de transmettre en fait ces connaissances. Donc, j'avoue que déjà, pendant ma thèse, je me posais pas mal de questions. À l'époque, je faisais des vacations dans un musée scientifique. Donc, on sentait déjà que je commençais à réfléchir à autre chose. J'étais devenue très active dans les associations de doctorants. J'avais organisé un forum équivalent à la journée que vous vivez aujourd'hui. À l'époque, c'était le forum Biotechno, qui existe toujours sur Paris. Et puis, j'avais organisé aussi au sein de mon université, il y avait les doctoriales. Donc, j'y avais participé moi-même une année et l'année d'après, des doctorants avaient été mobilisés pour le co-organiser avec les équipes de l'université. Donc, je m'étais proposée aussi pour co-organiser les doctoriales. Donc, j'étais déjà un petit peu, tout en parallèle de mes travaux de thèse, partie sur des fonctions un petit peu plus peut-être de gestion de projet, d'ouverture un peu à d'autres choses. Et donc, à l'issue de ma thèse, mon choix avait été quand même déjà un peu fait de me dire que je n'irais pas vers un postdoc parce que ça n'allait pas, je savais que de toute façon, ça ne m'apporterait pas plus que la thèse pour aller vers là où je voulais aller. Et donc, après ma thèse, j'avais déjà décidé de chercher du travail en dehors de la recherche académique, au sens propre du terme. Donc, je me dirigeais plutôt vers des métiers de plutôt communication scientifique, ou je dirais gestion de projet, ce que j'appelle aujourd'hui maintenant des métiers plutôt d'accompagnement de la recherche. Et c'est plutôt vers là finalement que je suis allée. Donc la première expérience, qui est peut-être finalement la plus dure à trouver après la thèse, moi je l'ai obtenue quand même grâce au réseau que je m'étais créé, grâce aux événements auxquels j'avais participé et auxquels que j'avais organisé.
Et c'est vraiment par cet intermédiaire, même si j'ai passé plusieurs entretiens, j'avais fait une recherche active par moi-même, mais c'est ce réseau-là, en fait, qui m'avait fait rencontrer la bonne personne. Et il cherchait une personne dans une fondation de recherche, donc la fondation Arthritis. Donc, c'est une fondation qui finance des projets de recherche et qui a aussi un lien avec les associations de patients. Donc, qui est à l'interface entre les besoins des patients, les associations de patients, la recherche et faire en sorte qu'il y ait plus de recherche dans ce domaine. Et puis, donc, cette fondation qui met en place des actions en faveur du traitement de ces maladies. Et donc là, j'avais un rôle un peu d'intermédiaire. J'avais la gestion de l'appel à projet, donc la partie financement de la recherche. Et puis, j'avais aussi la communication scientifique. Donc, c'était l'idée de communiquer sur ce qu'on finance dans le cadre de la recherche sur ces pathologies. Et puis, pouvoir le dire, en fait, l'expliquer aux associations de patients et aux patients pour montrer en quoi la Fondation pouvait aider, en fait, l'avancement dans la recherche dans ce domaine. Donc, c'était vraiment le poste qui correspondait finalement bien à ce que j'avais envie de faire et puis à mes compétences, puisque du coup, ce qui leur avait plu, c'était que je savais comment fonctionnait un labo, comment fonctionnait la recherche. Je pouvais échanger avec des chercheurs qui déposaient des dossiers à notre appel à projet. Je savais comment ça fonctionnait, les financements. Donc, j'étais un interlocuteur facile finalement pour la partie chercheur et lien avec la recherche, alors qu'au sein de la fondation, les autres profils n'étaient pas celui-ci. Et puis, j'avais ce goût pour la communication scientifique et pour la médiation. Donc, c'était plus facile pour moi de travailler avec le chargé de com et d'avoir vraiment cette partie sans rendre compréhensible les recherches qu'on finançait. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis, pour des raisons personnelles, je suis revenue sur Rennes, alors que j'étais partie sur Paris. Et là, j'avoue, ça a été plus difficile de trouver un poste, d'une part, complètement en biologie, et d'autant plus en biologie humaine. Le secteur était beaucoup plus étroit à Rennes que ce qu'on pouvait trouver à Paris. Et donc, il a fallu faire d'autres choix. Donc, c'est vrai que je suis restée sur un poste, donc sur un métier d'accompagnement de la recherche, mais du coup, je ne suis plus spécialisée dans la biologie ou dans la génétique. Depuis mon retour sur Rennes, je suis sur des postes beaucoup plus pluridisciplinaires. Donc, mon premier poste a été donc c'était sur un projet de 2 ans où on devait faire une cartographie des compétences des laboratoires sur le territoire et mettre en valeur ces compétences. Aujourd'hui, c'est un outil qui existe encore qui s'appelle Plugin Labs West et qui met en avant sur une plateforme Internet les compétences des laboratoires avec l'idée que les entreprises puissent utiliser ces compétences dans le cadre de collaboration ou de prestation de services. Donc là, c'était un projet intéressant pour démarrer sur le territoire parce que ça m'a permis de me faire un réseau, en fait, puisqu'il a fallu que je rencontre tous les laboratoires. Je travaillais en étroite relation avec l'équivalent de la SAT Ouest Valorisation aujourd'hui pour mener ce projet à bien. Et c'était sur l'échelle régionale. Donc, vraiment, ça m'a permis de rencontrer énormément de monde en arrivant sur le territoire. Là, c'était vraiment aussi encore ma capacité à bien connaître le milieu de la recherche, comment fonctionnait un labo, comment discuter avec des chercheurs qui a vraiment été, je pense, attractif dans mon profil pour avoir ce poste. Et puis là, c'était une mission courte. Donc après, j'ai eu diverses missions. Donc là, vraiment plutôt au sein de l'université ou des organismes de recherche. Donc, à chaque fois, j'ai travaillé dans ce qu'on appelait les communes, les communautés d'universités et d'établissements. Donc là, sur plutôt des métiers pour aider les chercheurs à répondre à des appels à projets, type ANR ou appels à projets plutôt internationaux. Donc là, j'ai même pu le faire dans le domaine des SHS, donc des sciences humaines et sociales. Donc, comme quoi, on peut être issu de la biologie et accompagner aussi quand même au montage de projets sur des chercheurs qui ne sont pas forcément issus du même domaine que nous. Et puis après, plutôt sur des missions de coordination
de la recherche sur le territoire, donc avec l'idée, là encore, de gérer des appels à projets de financement local ou de gérer tous les aspects plutôt valorisation de la recherche et de coordonner les acteurs sur le territoire dans le cadre de la valorisation de la recherche, de mettre des événements en place en lien avec les doctorants ou les labos. Donc, j'ai pu participer à l'organisation des doctorales sur le territoire aussi Bretagne dans le cadre de mes anciennes missions. Et peu à peu, en fait, mes missions se sont décalées vers l'innovation, vers la valorisation de la recherche, vers la valorisation, vers l'innovation. Et c'est vrai que, et l'entrepreneuriat. Et du coup, c'était un domaine qui me plaisait bien. Et j'ai eu envie de le faire un peu de l'autre côté de la barre. C'est-à-dire que pour l'instant, j'étais restée très du côté encore dedans, même si j'étais plus dans le labo, mais dans le service public, dans l'université, dans les organismes de recherche. Et du coup, j'ai eu envie ces dernières années de voir un petit peu qu'est-ce que ça donnait de l'autre côté. Je me suis rendu compte quand même qu'il y avait une barrière à aller directement du côté de l'entreprise. Je n'ai pas réussi à trouver d'entrée directe par rapport à mon profil qui était quand même très axé service public depuis plusieurs années. C'était difficile de mettre le pied directement dans l'entreprise. J'aurais pu le faire juste après ma thèse, mais ce n'est pas un choix que j'ai fait. Et là, après toutes ces expériences, c'était plus compliqué. Et donc, j'ai eu l'opportunité de faire un petit pas sur le côté. Puisque du coup, maintenant, je travaille du côté d'un incubateur. Donc, pour moi, j'ai basculé parce que je ne suis plus du côté de l'université, mais je suis du côté d'une structure qui va accompagner les projets d'entreprise issus des laboratoires. Alors, pas que, mais on peut accompagner, nous, au pool et via l'incubateur Emergis, aux projets qui sortent des labos, donc à la création des projets d'entreprise qui sortent des labos. Et aujourd'hui, ce poste... c'est vraiment l'idée que je favorise le lien entre les équipes qui travaillent au pool et qui vont accompagner les projets qui sortent des labos, mais aussi les startups qui, elles, ne sortent pas d'un labo académique, à aller vers ce milieu des labos ou vers les étudiants ou vers les établissements. Donc, il y a 3 axes. L'idée pour nous, c'est de favoriser l'entrepreneuriat issu des labos et l'entrepreneuriat étudiant, et qu'on soit plus à même de les accompagner correctement avec les spécificités qu'il y a à accompagner des projets issus des labos. Il y a cette idée que les startups, elles ont besoin d'innover et qu'elles peuvent innover avec les labos. Et donc, c'est créer du lien avec les labos pour que les startups de notre territoire, elles identifient les compétences qu'elles peuvent trouver dans les labos et comment collaborer avec elles. Et puis, un dernier axe, c'est les startups, elles ont des besoins en recrutement. Et ce recrutement, il peut être comblé par les étudiants du territoire. Et donc, c'est favoriser le recrutement au sein des startups dans le vivier d'étudiants qui existent sur le territoire. Donc, 3 axes aujourd'hui que je développe. Et là encore, je pense que ce qui a plu dans mon profil, c'était que je connaisse bien le fonctionnement de l'université, les acteurs, les laboratoires, les chercheurs, et de pouvoir faire cet intermédiaire en fait entre ces 2 métiers. Non. Voilà, avec le son, c'est mieux. Merci beaucoup, Marie, d'avoir présenté votre parcours, là encore, en quelques minutes seulement, tour de force. On voit quand même, aussi bien pour Sandra que vous-même, qu'il y a une habitude à savoir se raconter, à trouver des lignes rouges, à trouver une continuité dans un parcours. C'est peut-être ce qui manque parfois, hein, et c'est normal parce qu'ils commencent dans leur carrière, aux jeunes chercheuses et aux jeunes chercheurs, mais il n'y a peut-être pas besoin d'avoir une expérience très longue pour pouvoir commencer déjà à savoir se raconter, non? En fait, dès l'après-thèse, les gens, ils sont... Enfin, à l'époque, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais les gens étaient surpris que je fasse une thèse et que juste après, je décide de ne pas poursuivre la voie qui était la voie classique, en fait. Donc, il fallait aussi l'expliquer aux recruteurs et aux personnes que j'avais en face de moi, de dire pourquoi vous faites ce choix d'arrêter ce parcours dans lequel vous étiez engagé. Maya Diakité vous pose la question suivante. Est-ce qu'une reconversion professionnelle pendant quelques années, dans un parcours autre que la recherche, peut limiter l'accès au poste d'enseignant-chercheur? Alors, je comprends la question comme la question de l'aller-retour.
Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez vous-même expérimenté cette question-là, ou est-ce que vous connaissez des gens qui, autour de vous, auraient fait une thèse, travaillé 2, 3, 4 ans dans une start-up ou en tant que salarié dans une entreprise, pour ensuite revenir dans la recherche en faisant un post-doc et en devenant maître de conférence ou chercheur au CNRS ou que sais-je? Je peux apporter une partie de la réponse, je pense que ce sera complémentaire. Je pense que si cette expérience, elle est dans le cadre de la R&D, donc elle reste sur... donc pour si cette expérience en entreprise, ça reste de mener de la recherche, je pense qu'il peut peut-être y avoir un aller-retour, même si la façon de faire la recherche dans le privé, elle ne va pas être la même. Par contre, si c'est avoir fait complètement autre chose et vouloir revenir dans le domaine de la recherche, ça va tellement vite. Moi, je me suis très vite sentie dépassée par les sujets, par les technos qui avaient évolué. Il aurait fallu que je prouve vraiment ma capacité à revenir dans les techniques en génétique, dans les sujets en génétique, après quelques années à avoir fait complètement autre chose. Est-ce que parfois... Oui, Sandra, pardon. Juste pour compléter, c'est intéressant parce que Marie vient plutôt du domaine des sciences dures. Nous, en sciences humaines et sociales, cet exercice, j'ai dû le faire justement via mes allers-retours entre le monde professionnel, le monde académique. Et en sciences humaines et sociales, moi, ce que j'ai fait personnellement pour rentrer dans les, on va dire, dans les cases des attendus du monde de la recherche, c'est de re-regarder mon objet sous différentes coutures. Et par exemple, toute la mission que j'ai pu mener au sein de la Commission européenne en tant qu'experte, quand j'ai postulé sur une fonction d'enseignant-chercheur, enfin de maître de conférence, je suis allée chercher toutes les enquêtes qu'on avait menées depuis 5 ans. J'ai retraité certaines données pour reconstruire tout un objet plutôt recherche et académie, au lieu de présenter un objet vulgarisé pour le monde professionnel. Et ce travail de traduction, je crois que j'ai dû le faire toute ma vie. Quand vous me demandiez, mais comment on passe d'un monde à l'autre, eh bien, c'est en fait trouver un vocable qui va bien aux deux mondes. Et nous, c'est savoir parler plusieurs langues. Et ça, c'est relativement intéressant, mais c'est également complexe. Parce qu'actuellement, quand on est sur une démarche de recherche, si cette recherche, on veut la vulgariser auprès d'enseignants ou auprès de syndicats ou auprès d'entreprises, eh bien, on va complètement devoir traduire dans une autre langue. Voilà. Donc, c'est une compétence, je pense, à développer ça. Question d'Aïcha, qui est vraiment toute simple. Pensez-vous que s'ouvrir au marché de l'emploi en Île-de-France, alors pourquoi en Île-de-France plutôt qu'ailleurs, je ne sais pas, mais enfin, probablement que Aïcha est en Île-de-France, est important en début de carrière. Et c'est plutôt ça, je pense, le sens de sa question. Juste après la thèse, est-ce qu'il faut tout de suite regarder des options potentielles pour commencer à engager une carrière hors de la voie académique, ou est-ce qu'on doit se donner un peu de temps? Je rappelle que quand on soutient sa thèse et qu'on a un contrat doctoral, on peut parfois avoir, je dirais, un droit au chômage, hein, tout simplement. Comment vous avez géré ça, Marie? Est-ce que vous conseilleriez, vous, de donner un peu de temps au temps, de tester peut-être pour trouver le bon postdoc, ou est-ce que vous pensez qu'il faut prendre une décision extrêmement rapidement, tout de suite partir sur quelque chose et, comme le dit Aïcha, par exemple, aller regarder tout de suite les annonces sur les offres d'emploi en Île-de-France ou ailleurs? Moi, je pense qu'il ne faut pas se presser trop. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir en Île-de-France, mais en tout cas, moi, aujourd'hui, si c'était à refaire, il y a peut-être... j'ai quand même changé régulièrement. C'est très lié au fait que j'aime bien changer régulièrement, mais il y a des choix que je referai peut-être pas, et je me laisserai peut-être 1 mois ou 2 de plus au chômage, parce que bon, c'est pas une honte d'être au chômage, mais on s'en rend compte qu'après coup, parce que quand on y est, on est un peu stressé et on a envie de trouver rapidement un travail, on a envie de
redevenir un peu dans la norme. Et en fait, à le refaire, je pense que je me dirais, bon, c'est pas tout à fait le poste que j'avais en tête. Je le refuse, tant pis, et je me laisse le temps de trouver, je me laisse encore un petit peu de temps pour trouver le poste qui me correspondrait un peu mieux ou qui correspond un peu plus à ce que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est un avis. Sur le cas de l'Île-de-France, il y a il y a plus d'opportunités en Île-de-France. Et je Alors, pense que Aïcha vient de, pardon Marie, Aïcha vient de préciser sa question. En fait, Aïcha est à Rennes et elle demande si par rapport, alors, elle fait référence au commentaire, à votre commentaire quand vous disiez tout à l'heure que vous êtes rentré à Rennes et que vous aviez parce que vous aviez des problèmes à trouver du boulot sur Paris. Ça suppose quoi? D'avoir toujours un coup d'avance sur ces éventuels déplacements géographiques? C'est pas facile ça. Alors, moi, Il faut j'avais pas savoir fait lire ça dans comme une boule ça, de parce que, cristal pour savoir où on sera dans 6 mois. Bon. je dirais que ça dépend. Si on est fixé sur un poste et qu'on ne trouve pas là où on est, peut-être qu'il faut aller voir ailleurs. Et en Île-de-France, il y a beaucoup plus d'opportunités, surtout dans certains domaines. Par contre, c'est aussi très dur de revenir. Donc, de toute façon, partir pour revenir, c'est pas facile non plus. Je pense qu'il faut bien évaluer le marché du travail là où on est, voir les opportunités qui existent. Est-ce que le poste qu'on recherche, il existe vraiment en province? En biologie, je pense par exemple au poste d'attaché de recherche clinique, par exemple. Les opportunités, elles sont pléthores à Paris. En province, elles sont moins importantes, ça existe, mais les opportunités, elles sont clairement moins importantes. Et en début de carrière, la question peut se poser. Il est 16h52 déjà, ça passe très vite. On va bientôt devoir s'arrêter. Je voudrais donner, avant de terminer cet atelier, la parole à Charlène Hubert qui représente les 2 associations organisatrices du forum Doctorante Entreprise. Mais avant ça, j'ai 2 petites questions et j'aimerais vous les soumettre. Celle d'Osvan Bocher, ou Bocher, pardon Osvan, pourtant je te connais, mais je ne sais pas prononcer ton nom de famille, c'est nul. À l'inverse, est-il plus facile d'intégrer le secteur privé à la fin de la thèse plutôt qu'après avoir fait un post-doctorat, par exemple? C'est une question qui est très bonne et qui revient souvent dans la bouche des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs. Est-ce que c'est plus facile de rejoindre une entreprise juste après la thèse, d'après vous, ou après un post-doc? Il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 cas. Qui veut se prononcer sur cette question? Moi, j'ai testé après ma thèse par peur, par du vide. Je suis partie en post-doctorat à l'autre bout de la France. Voilà. Bon, c'était un domaine qui m'intéressait beaucoup puisque c'était un travail sur la mesure en sciences humaines et sociales. Donc, la fonction me plaisait beaucoup. Alors, ce post-doctorat, moi, personnellement, m'a plutôt ouvert la voie du métier d'enseignant-chercheur. J'ai un exemple d'un collègue qui est parti en post-doctorat aux États-Unis parce qu'il visait d'intégrer le LAS, le laboratoire le LAS à Toulouse. Donc, je pense qu'il faut voir pourquoi on fait ce post-doctorat. Si derrière, ça permet de donner plutôt nos chances vers le métier de chercheur, voilà. Pour le monde professionnel, je pense que Marie répondra mieux que moi dans le domaine des sciences dures. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, j'en suis moins persuadée. En sciences dures, j'ai beaucoup travaillé avec les écoles d'ingénieurs. Je sais que cette expérience est extrêmement importante, même pour entrer dans des entreprises, dans des services recherche et développement. Voilà. Donc, Siam nous demande si vous pensez que c'est une question qui est très proche de celle qu'on vient de traiter, donc peut-être pourriez-vous reformuler votre réponse différemment. Est-ce que il pose la question comme ça, est-ce que pendant sa thèse, est-ce que le fait d'être en R&D, la tête dans le guidon pendant 3 ans, limite notre curiosité? Est-ce que vous avez rencontré des recruteurs qui avaient eu des difficultés à comprendre que du jour au lendemain, vous alliez les voir? Et c'est la question du changement de carrière brutal. Comment avez-vous justifié ce basculement devant le recruteur? Parce que c'est vrai, quand on change du tout au tout, c'est une question qu'on a déjà abordée tout à l'heure, mais apparemment, elle intéresse beaucoup les personnes qui nous regardent. C'est sûr que d'être la tête dans le guidon pendant toute sa thèse, et la plupart du temps, les doctorants sont comme ça, et se posent la question qu'une fois, la thèse passée, en fait, de ce qu'ils vont faire. Souvent, ils ne se la posent pas parce qu'il y a un postdoc qui s'ouvre à eux tout de suite. C'est sûr qu'elle n'aide pas à se poser des questions, mais je pense qu'elle est assez révélatrice.
ceux qui sont la tête dans le guidon pendant leur thèse, je pense que c'est qu'ils adorent ce qu'ils font et qu'ils aimeraient bien continuer dans ce domaine, en fait. Et moi, si j'étais pas la tête, même si je travaillais beaucoup au labo, je sentais bien que j'étais pas aussi motivée et à fond que les autres doctorants du labo. Moi, ça me plaisait pas de venir le week-end faire mes manips et passer mes soirées là-bas, alors que j'avais l'impression que ça leur pesait pas tant que ça, en fait. Donc, je crois que c'est surtout assez révélateur de ce qu'on a envie de faire plus tard. Et Alors, je pense que ça s'explique très bien à un recruteur quand on est convaincu de ce choix de reconversion et qu'il n'est pas forcé parce qu'on n'a pas réussi à avoir un poste et qu'on n'a pas fait le deuil de ce poste. merci beaucoup, Marie, pour ces précisions. On va être rejoint dans quelques instants par Charlène Hubert, je le disais tout à l'heure, qui va mettre fin à ce webinaire et puis également à l'ensemble de l'atelier, de l'ensemble de l'événement numérique. Je voudrais pour terminer juste un petit conseil. Voilà. Alors, il y a plein de conseils qu'on peut donner dans tous les sens sur plein de sujets, mais si vous deviez donner un conseil, ce serait lequel pour envisager la poursuite de carrière après la thèse? Ce serait lequel? Moi, je dirais que le niveau d'investissement que nous demande un parcours recherche ou un parcours de traduction professionnelle, on va dire, va nous conduire à des moments de déstabilisation et de déconstruction quand même relativement importants. Vous venez de le dire, avec la tête dans le guidon pendant 3 ans. Mais il faut faire confiance aux effets que ça produit derrière. Je l'ai déjà dit, on a des bonnes surprises. Donc, il faut oser tomber dans ce moment de doute. Et comme disait Marie, ne pas se presser, se jeter sur un poste. Voilà, c'est important. Marie, un mot de conclusion, un pro-tip. Être curieux parce qu'il y a quand même... c'est vrai que le métier de chercheur est un très beau métier, d'enseignant-chercheur. Mais il y a d'autres très beaux métiers qui existent et qui sont abordables et à un doctorant tout à fait. Et je pense qu'il faut savoir être curieux et aller vers les gens. Les gens sont toujours très contents de parler de ce qu'ils font et donc il ne faut pas hésiter à les contacter et en apprendre un peu plus sur leur métier. Merci infiniment, Marie Corbin. Merci beaucoup. Merci infiniment, Sandra Safourcade, pour votre témoignage, votre simplicité dans ce témoignage, dans l'expression de votre parcours. Merci de vous être mis un peu à nu. C'est jamais simple. Il y avait beaucoup de participants ce soir. Vous êtes, sans le savoir, peut-être, je vous le dis, hein, vous étiez devant une centaine de personnes qui vont plus comme ça vous écouter. C'est plutôt pas mal. J'ai souvenir de conférences, de tables rondes et de journées organisées par les associations de jeunes chercheurs avec, à la fin de la journée, beaucoup moins de gens que 100 personnes dans un amphithéâtre. Donc, bravo, sacré succès. Et à tout seigneur, tout honneur, je voudrais donner tout simplement la parole et la conclusion, le mot de la fin à Charlène Hubert et avec toute l'équipe derrière, bien sûr, de Nicomac. On les voit, ils font des coucous, de Nicomac et d'Acide. Bravo, hein, super boulot. Charlène, un petit mot de la fin à la fois de ce webinaire et puis de cette journée. Alors, j'espère que vous m'entendez. Oui. Oui, ok, super. Donc, nous espérons que vous avez tous passé une bonne journée, que vous avez pu avoir des réponses à vos questions. Nous vous remercions d'avoir été aussi nombreux à assister à la journée. On a atteint jusqu'à 200 participants pour la table ronde ce matin et d'avoir participé activement en posant des questions tout au long de la journée. Donc, toutes les vidéos ont été enregistrées et seront disponibles sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner et à revenir dès que vous voulez consulter à nouveau, que ce soit les ateliers, les tables rondes ou les parcours inspirants. Pour terminer, nous tenons à remercier tous les intervenants, que ce soit ceux des tables rondes avec lesquels nous avons pu discuter en profondeur de ce qu'est un docteur aujourd'hui et de comment il peut s'intégrer dans un secteur industriel. Ceux des ateliers avec qui nous avons pu échanger activement autour des questions clés que peuvent se poser, que nous pouvons nous poser en tant que doctorants pour notre réussite dans l'intégration de l'après-thèse, ou encore les intervenants qui ont eu le plaisir, comme Marie et Sandra, de nous faire partager leur expérience et leurs témoignages personnels. Également, nous remercions toutes les personnes avec qui nous avons pu échanger depuis le début
du projet qui remonte à janvier 2020. Donc voilà, on a rencontré un certain nombre de personnes et on remercie tout le monde, bien qu'aujourd'hui tout le monde ne soit pas présent. Tout le monde a contribué à sa façon à la réussite de l'événement. Nous remercions également Valérie Lecane du pôle doctoral de Rennes qui nous a aidés particulièrement au début de l'événement, à sa mise en place. Vous, Mathieu, pour l'animation de la journée et qui nous a été d'une aide précieuse lorsque nous avons décidé de passer de l'événement en présentiel à un événement en virtuel. Et puis enfin, à titre personnel, je remercie tous les doctorants qui se sont engagés à mes côtés et sans qui l'événement n'aurait pas pu se passer. Donc, merci. Et puis, nous nous retrouverons à la prochaine édition. Et puis, d'ici là, comme on dit chez nous, Kenavo.